Bonjour donc, je m'appelle Jonathan Cher, je travaille pour une société qui s'appelle Octo et on est des consultants. Comme tout consultant, on a des grandes phrases et il y a un an, il y a des grandes phrases qui m'ont été dites et que j'ai un petit peu laissé de côté, laissé mûrir de côté. Parmi les grandes phrases que j'ai eues comme ça, j'ai eu une personne qui m'a dit « Jonathan, tu sais, tu obtiens ce que tu mesures ». Alors c'est un peu vague, alors j'ai demandé un peu plus de précision. Elle m'a dit « Oui, tu obtiens ce que tu mesures parce que le corps va où va le regard ». Ok, bon. Je me suis dit, c'est encore une parole de consultant, on va laisser de côté, on va laisser mûrir. Et depuis, je travaille dans une grande banque d'investissement et je comprends un peu mieux ce qu'on m'a dit à l'époque. Dans cette banque, on a essayé de mesurer si les projets arrivaient dans les temps, dans les budgets et dans les délais. C'est ce qu'on mesure habituellement sur des projets. Et d'ailleurs, ils se retrouvent avec 90% de leurs projets dans les temps, dans les délais et dans les budgets. C'est formidable. Pour autant, alors il se pose la question de est-ce qu'on mesure bien, déjà, et il se pose la question aussi de pourtant nos clients ne sont pas satisfaits. C'est d'ailleurs ce qui les fait passer en agile aujourd'hui. Et en agile, on se rend compte que ces mesures de temps, de délai, de budget, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, alors, on commence par mesurer si le projet arrivera à l'heure. Donc, le projet qu'on livre tous les mois en production, puisque c'est ça que recommande Agile, le projet qu'on livre tous les mois en production doit arriver à l'heure. Mais il l'est déjà. C'est étrange. De la même manière, pour Agile, on recommande d'avoir des équipes stables, des équipes fixes, et donc un budget constant. Et ce qu'on fait varier, c'est le périmètre. Donc savoir si le projet arrive dans les temps, dans les budgets, on va faire varier le périmètre pour que ça arrive dans les temps et dans les budgets. Et dans le périmètre, justement, tout l'objet d'Agile, c'est de faire varier le périmètre. C'est compliqué. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est des mesures alternatives qui vont permettre de piloter vos résultats autrement que par ces trois mesures habituelles. Et là, je vais vous faire travailler. La première question que je vais vous poser, quand même, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes dans la salle. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur des petits projets, des projets qui sont de moins de 5 intervenants, on va dire? D'accord. Donc à peu près un tiers de la salle. Des projets de moyenne taille, on va dire de 6 à 20 intervenants. Et est-ce qu'on a des gens qui sont sur des gros projets de plus de 20 intervenants? On n'en a pas dans la salle. Ok. Et au niveau de vos expériences agiles, est-ce que vous pratiquez, qui ne pratique pas l'agilité? Pareil, un tiers à peu près. Qui pratique l'agilité depuis moins de 2 ans? Ok, un petit peu moins. Ah si, quand même, un tiers. Et qui pratique l'agilité depuis un long moment? Un peu moins d'un tiers. Donc il y en a qui ne sont pas... ou alors je n'ai pas de bons yeux. Il y en a qui ne sont pas... Bon. Du coup, j'ai une question pour vous. Je voudrais savoir un petit peu, pour ceux qui font de l'agile déjà, qu'est-ce que vous mesurez sur vos projets? Rien. Le temps passé sur une tâche, ça on le mesure. Ok. Qu'est-ce que vous mesurez d'autre? La vélocité, donc la rapidité, la vitesse de croisière de l'équipe. Ça c'est mesuré aussi. La focalisation, combien de tâches on a en même temps d'ouvertes? Non? Le nombre de points par capacité. Alors là, je n'arrive pas à suivre. Donc c'est la vélocité, c'est la taille, la rapidité de l'équipe. Ok, la rapidité de l'équipe.
Combien l'équipe est capable de produire en un certain temps donné. Par jour homme. Ok, divisé par personne, c'est ça, selon la taille, selon le nombre de personnes, c'est ça? Ok, ok. Oui. Hmm. Ah, la satisfaction du client à chaque démo, en jaune, en orange et en vert. D'accord. Ok, ok. Il y avait quelqu'un d'autre juste derrière qui... Oui, pour revenir sur la vélocité. En gros, pour nous, la vélocité, c'est le temps de travail qu'on peut attribuer de façon générale, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans le projet. Le temps de travail attribuable au projet multiplié par un facteur de focalisation qui correspond à, par exemple, 0,7. C'est-à-dire que sur un jour de travail, on ne travaille pas à 100% parce qu'on peut être dérangé, machin, malade, etc. D'accord, donc vous estimez en jour homme, et la vélocité, c'est de dire, par rapport au jour homme, je fais 0,7 par jour, et par personne. Ok. Oui. Ah, vous avez arrêté de mesurer, c'est intéressant. Sur les petits projets, le fait de mesurer donne une tendance à vouloir renégocier les contrats, c'est ça? En mesurant, on perd l'objectif de créer de la valeur. Alors, je suis assez d'accord sur ce point-là. De mon point de vue, il existe deux types de mesures, et c'est ça que je viens vous présenter ici. De mon point de vue, on peut mesurer les moyens ou on peut mesurer les résultats. Et c'est deux mesures différentes. J'ai entendu plusieurs mesures de moyens dans la salle. Quand on dit je mesure la vélocité, je mesure les moyens, je mesure que mon équipe est productive et est capable de produire des choses. Et encore, quand je le ramène au niveau individuel, au jour homme par personne, je mesure si mes personnes sont bien occupées et travaillent bien pendant un laps de temps donné. Et à quelle vitesse ces personnes travaillent. Et donc, si je reprends la fameuse maxime que j'ai entendue au début, qui était « on obtient ce que l'on mesure », en mesurant si les personnes travaillent, on obtient des personnes qui travaillent. Et on se rend compte que les personnes travaillent bien. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait obtenir. Par contre, j'ai entendu un autre indicateur qui m'intéressait énormément, qui était la satisfaction utilisateur. Et donc ça, la satisfaction utilisateur, la mesurer, ça nous permettra d'obtenir plus de satisfaction utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous intéresser beaucoup plus, et qui peut être mesurable, et qui peut permettre à l'équipe de s'améliorer vers plus de satisfaction utilisateur, et de prendre des décisions, et de mesurer l'impact de ces décisions. Quand on fait une campagne de publicité sur Internet, on mesure très précisément combien de personnes sont arrivées depuis Facebook, combien de personnes sont arrivées depuis Google, combien de personnes sont arrivées depuis les forums sur lesquels on a mis des publicités, et on fait un ratio pour savoir lequel est le plus rentable et dans lequel il faut le plus investir. La mesure du résultat, et non pas du moyen. On ne mesure pas le nombre de fois que ça s'est affiché, on mesure le nombre de fois que des personnes ont cliqué sur les liens et ont acheté quelque chose. Et donc cette mesure nous permet d'affiner notre campagne marketing. De la même manière, je vais vous présenter des indicateurs qui vont vous permettre d'affiner votre équipe afin d'aller vers plus d'agilité et vers plus de satisfaction utilisateur. Pas plus d'agilité, excusez-moi. Je vais vous proposer 9 indicateurs sur le sujet. Et pour commencer, parce que j'ai marqué 9, je commence par 0. C'est juste, j'aimerais vous poser la question, tous ceux-là qui ont des papiers et des stylos qui vont pouvoir se prêter à l'expérience, est-ce que vous pouvez noter la dernière fois que vous avez livré votre produit à votre client? Quelle est la dernière date à laquelle le client a reçu le produit? Donc j'entends bien en production, j'entends bien utiliser quotidiennement la dernière version de votre produit.
J'en vois pas beaucoup qui notent. C'est parce que vous ne savez pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu le produit. Et je vais vous parler de satisfaction utilisateur. On parlait de satisfaction utilisateur, effectivement. Alors, est-ce que vous mesurez, vous, alors, à part Madame devant, est-ce que vous mesurez votre satisfaction utilisateur d'une manière ou d'une autre? Oui? Pour moi, c'est les clients finaux. C'est ceux qui utilisent le produit tous les jours. Donc, si je fais une application, en ce moment je suis dans une banque d'invest, donc si je fais une application qui sort des rapports, mon client final, c'est pas l'application suivante qui va consommer les rapports, mon client final, c'est le sales, le trader. On fait rarement ou on ne fait aucune expertise de satisfaction utilisateur. D'accord, c'est une première réponse. Moi, je vais en proposer une. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Vous faites des logiciels pour que les clients finaux utilisent ce logiciel. Vous faites des clients finaux, vous faites des logiciels pour que des gens changent leur métier. Il y a certes plusieurs intermédiaires, et peut-être que vous avez un sous-objectif qui est de satisfaire un intermédiaire, mais cet intermédiaire sera satisfait si le client final est satisfait. Et donc, ce que je souhaite mesurer, je souhaite désiloter, je souhaite casser ce nombre d'intermédiaires qu'il y a. On est bien sur quelle est l'utilisation de votre client final. Mettre un bouton j'aime dans son application, ça peut être une façon de voir, ou une note, ou un feedback, ça peut être une façon de voir la satisfaction utilisateur. Ce que je peux vous proposer, c'est un simple sondage. Un simple sondage à envoyer à un panel d'utilisateurs finaux qui demande, la question est simple, la question c'est, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous recommanderiez à un collègue ou à un ami d'utiliser ce produit? Et donc, est-ce que vous pouvez noter, si vous posiez la question à votre client final, qu'est-ce qu'il répondrait à votre avis? Alors, qui dans la salle a noté moins de 6? D'accord, on a deux personnes qui ont noté moins de 6. C'est pour ces personnes-là, les clients finaux sont détracteurs. Ça signifie que c'est des personnes qui recommanderont de ne pas utiliser et qui seraient contents de changer d'application. Qui a noté 7 ou 8 dans la salle? On a 4 personnes qui ont 7 ou 8. Ça, pour ces personnes-là, c'est des personnes standards. C'est-à-dire qu'ils aiment bien leur application, ils aiment bien leur façon de faire. Ils pourraient avoir mieux, ils ne recommanderaient pas, en réalité, d'utiliser ce logiciel. Ce n'est pas vos promoteurs. Vos promoteurs, c'est les gens qui auraient 9 ou 10. Est-ce qu'on a des 9 ou 10 dans la salle? On n'a pas de 9 ou 10. 9 ou 10, c'est les promoteurs, c'est des gens qui disent moi j'utilise Dropbox et ça m'a sauvé la vie, je suis promoteur de Dropbox, par exemple. Ça s'appelle le Net Promoter Score, et c'est un sondage assez facile à mettre en œuvre pour voir l'évolution de la satisfaction client. Donc parfois, on n'a aucun contact avec ces utilisateurs finaux. Comment vous faites de l'agile sans avoir de contact du tout avec les utilisateurs finaux? Alors, vous travaillez peut-être par module.
et du coup, votre module s'intègre dans tout un système, et il y a des intégrateurs qui reprennent ça par derrière? Alors peut-être que ce n'est pas à vous de prendre cette mesure de satisfaction des utilisateurs finaux. Ça peut être un pas pour la DSI pour essayer de changer cette organisation complètement silotée. Parce qu'à mon avis, si vous faites de l'agile, c'est pour satisfaire des utilisateurs finaux. Et si vous n'avez pas accès à ces utilisateurs finaux parce qu'il y a 8 couches devant, vous avez un problème. Ou alors vous ne voulez pas faire d'agile, ou alors vous avez un problème. On pourra en rediscuter si vous voulez après, mais effectivement, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'était la question que je voulais poser à la suite. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois, vous-même, un utilisateur final utiliser votre application? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, déjà, qui a vu un utilisateur final s'asseoir et utiliser l'application? Ok, donc il y a plusieurs personnes quand même. Déjà, c'est bien. Pour qui ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas vu son utilisateur final faire, parmi ceux qui ont vu leurs utilisateurs finaux, pour qui n'a pas vu depuis plus d'un mois son utilisateur faire? Ok. C'est pas forcément un point de mesure, mais c'est quelque chose auquel il faut être sensibilisé. Je pense que c'est important pour toute personne travaillant dans une organisation de voir l'utilisateur final régulièrement utiliser son application. Quitte à sécher une demi-journée de développement, pourquoi ne pas s'asseoir à côté d'un utilisateur final? Ça pourrait être bénéfique pour le reste du projet. C'est une proposition. La deuxième chose que je vous recommande de mesurer, et qui est complexe à mesurer, c'est la valeur délivrée. On a eu dans la salle quelqu'un qui nous a dit nous, on ne fait plus de mesures parce que quand on se met à mesurer, on ne délivre plus de valeur. J'ai envie de vous retourner la question du coup sur votre dernière livraison. Quelle capacité avez-vous servi par cette livraison? À quoi a servi cette dernière livraison? Est-ce que vous le savez? À encaisser une facture. Pour l'utilisateur final, j'entends. C'est triste. Alors, j'ai envie de demander l'inverse, du coup, combien de personnes n'ont pas ce type de situation dans la salle? La question, c'est combien de personnes voient leur utilisateur, finalement, combien de personnes voient leur utilisateur, combien de personnes ont l'utilisateur final qui soit un minimum intégré dans le cycle de développement? On en a quand même beaucoup dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens sur des moyens projets qui ont leurs utilisateurs finaux intégrés? On en a quand même plusieurs. Donc c'est pas une fatalité. Alors, oui. Par rapport à ça,
depuis que je suis coach, je participais à plusieurs projets. En grande majorité, ces projets, c'était même pas de mon fait, impliquaient des clients finaux. Et dans la grande majorité, c'est-à-dire 3 fois sur 4, c'était des panels d'utilisateurs qui avaient été contactés en dépit de tous les intermédiaires et qui avaient été contactés, qui assistaient aux démos et qui donnaient du feedback. Et donc les intermédiaires, finalement, ne voulant pas s'impliquer, entre guillemets, avaient été contournés pour ça. C'est pas valable dans tous les contextes, mais c'était pour apporter une autre réponse. Merci. Et donc, une fois que vous avez mesuré votre satisfaction utilisateur, je pense que ça peut être quelque chose de bénéfique, notamment dans votre cas, d'arriver à mesurer ça. Une deuxième mesure que vous pouvez poser, c'est qui dans l'équipe est au courant de la valeur. Avant même de parler de mesurer la valeur, qui peut être complexe, combien de personnes dans votre équipe, quel est le pourcentage de votre équipe au courant de la valeur? Et pour ça, vous pouvez leur poser une question très simple, allez enquêter, allez demander à vos collaborateurs combien ça aurait coûté, qu'est-ce qui se serait passé si on avait livré en retard? En retard d'une semaine, en retard d'un mois, en retard de 3 ans. Quels auraient été les impacts? Ça s'appelle le coût du délai. Et c'est une mesure, c'est une estimation qui souvent permet de débloquer les calculs de valeur. Parce que pour calculer la valeur, on se pose souvent la question, c'est souvent compliqué. Quand on commence à calculer le coût du délai, on arrive plus facilement à définir notre valeur. J'ai parlé de coût du délai, de valeur ajoutée. Oui. Alors, dans l'idéal... Ce genre de choses. Donc, on est sur une question de comment on mesure un retour sur investissement. Dans l'idéal, en début de projet, on exprime pourquoi on va faire ce projet et quelle est l'espérance de gain autour de ce projet. C'est une mesure qui peut être compliquée parfois parce que là, je suis en banque d'investissement. Être capable de dire nos traders auront des chiffres qui sont de 5% plus précis, on n'est pas forcément capable de le relier directement aux ventes. Donc on n'est pas forcément directement capable de le relier à des euros derrière. Par contre, on est capable de le relier avec de la précision, et donc on a déjà une approximation de la valeur. C'est souvent difficile de définir la valeur en euros, et donc du coup on passe souvent par des intermédiaires. Un projet qui va avoir pour objectif d'augmenter l'image de marque, c'est très très difficile de le rattacher à de la valeur en euros derrière. Par contre, on peut mesurer l'amélioration d'image de marque. Est-ce qu'on parle plus de nous sur Internet? Alors, c'est des mesures indirectes, on est d'accord? On n'est pas dans la mesure directe et en euros. Si je peux l'avoir en euros, je le fais. On évacue souvent la question, et effectivement, c'est bien ce que je dis, allez voir vos équipes et demandez à chaque équipier s'ils sont au courant de quel est le formidable projet qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils sont en train de faire ça. Et la plupart du temps, les équipiers ne le savent pas. Et d'ailleurs, dans mon travail, la première chose que je fais, c'est aller faire un entretien avec chacune des personnes, et si je me rends compte qu'on est dans ce cas-là, on fait une réunion pour que le client partage sa vision de en quoi le projet va faire gagner de l'argent et en quoi le projet est génial. Gagner de l'argent ou gagner de l'image de marque ou gagner des proxys de l'argent. Je peux avancer sur les coûts? Ça répond à la question? Sur les coûts. La deuxième chose, c'est les coûts. Donc, ça, en général, c'est très bien mesuré dans votre entreprise. C'est très bien suivi. Est-ce que vous, personnellement, vous avez une idée de combien a coûté votre dernière livraison en production? Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous avez une idée du coût engendré par votre logiciel en termes de run, d'infrastructure? Combien de serveurs? Combien de personnes?
Qui dans la salle a une bonne idée du coût de son projet? Ben, c'est déjà pas mal, c'est quelque chose à partager. Une fois que vous aurez partagé votre valeur, partager le coût permettra de faire des calculs de retour sur investissement et permettra à tous de savoir vers quoi on s'oriente. Je vais vous proposer encore une mesure qui est le lead time. Alors là, on est en train de parler de lean et ça devient un peu compliqué. Pour faire simple, vous avez noté la date à laquelle vous avez livré pour la dernière fois. Est-ce que vous pouvez noter la date à laquelle la commande, la première commande, le premier besoin s'est exprimé par rapport à cette livraison? Dans tout ce qui a été livré là, combien de temps avant ça a été commandé? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont livré des choses qui ont été commandées il y a moins de 2 semaines? Tout ça, ce sont des personnes qui ont un lead time de moins de 2 semaines. Le lead time, c'est le temps entre la commande et le fait d'avoir à disposition en production cette commande. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des choses qui ont été commandées moins de 3 mois avant? Moins de 6 mois avant? Plus de 6 mois avant? Ok. Pour tout le monde, mesurer le lead time et conserver le lead time, c'est aussi une mesure de résultat. D'arriver à savoir en combien de temps l'utilisateur est servi. Oui? Le début, c'est à partir du moment où on démarre le projet. On initialise le projet. C'est pas parce que des fois on peut nous demander on vient de nous parler du projet, mais avant qu'on démarre, il peut se passer 3 mois. Et bien ça augmente du lead time, c'est de l'attente. Et là, on fait rien pendant 3 mois. Donc, mais c'est de l'attente. Pour l'utilisateur final, il ne veut pas savoir si vous faites quelque chose ou pas. Ça ne l'intéresse pas de savoir si vous êtes occupé, si vous faites quelque chose ou pas. Imaginez un mariage. Vous organisez votre mariage. Vous demandez à la salle, je veux la salle pour telle date. Et donnez-moi une réponse. Si les personnes vous répondent, ah oui, mais attendez, nous on est en train de travailler sur autre chose, on ne peut pas vous répondre, on pourra vous répondre dans 3 semaines. Pour vous clients, c'est inacceptable. Vous avez besoin d'un lead time très, très court, vous avez besoin d'une réponse très courte. Le lead time, c'est bien le temps entre la première commande du client et le moment où il est livré de son logiciel. Et si vous avez 6 mois d'attente et 2 semaines de développement, c'est peut-être pas la peine d'essayer d'optimiser votre processus de développement. Vous avez peut-être un autre problème quelque part. Du coup, c'est bien une mesure de résultat. Parce que si vous continuez à mesurer votre vélocité, vous allez vous rendre compte que votre vélocité est faramineuse. Vous êtes capable de livrer en 2 semaines vos projets, mais qu'en réalité, le lead time, qui est la mesure de résultat, est mauvais. Avec le lead time, il y a la fréquence de livraison qui est importante. En Agile, on aime bien livrer très régulièrement. Pourquoi? Parce que le client peut changer d'avis souvent. Parce que ça permet aussi de corriger des choses et parce que ça permet de limiter le coût, de limiter la conduite du changement. Si l'utilisateur a des fonctionnalités toutes les 2 semaines petites, il n'a pas besoin de formation, alors que s'il a beaucoup de fonctionnalités tous les ans, il y a un temps de formation et d'adaptation. Vous avez noté la dernière fois que vous avez livré en production. Est-ce que vous vous souvenez de l'avant-dernière fois où vous avez livré en production? Qui livre en production tous les mois? On a des personnes qui font ça. Très bien. Qui livrent plus de tous les 3 mois environ? On va dire tous les ans. Tous les 5 ans? Qui livre pas du tout? Il me manque des mains là. Souvent, il y a des livraisons une fois en production pour le client, après c'est des questions de maintenance, surtout dans le cas d'une société de service. Alors, des livraisons une fois, puis des cas de maintenance. L'Agile propose d'être en maintenance dès le premier jour. De dire, on va livrer une application vide le premier jour en production.
on va la maintenir et on va y ajouter de la valeur pour le client au fur et à mesure. Dans un sens, c'est pas vraiment de la production. La production pour le client, c'est vers le client final, le grand public, etc. On va pas livrer une appli vide au grand public. C'est une version de pré-production, pourquoi pas, mais une version de production, peut-être pas. Alors, tout dépend des contextes. Parfois, on a besoin d'un package minimal. On a une notion de MVP, Minimal Viable Product, qui est souvent beaucoup plus petite que ce qu'on peut imaginer à première vue. Mais souvent, on peut livrer quelque chose de vide en production. Par exemple, dans le cas d'un site web, tant qu'on n'aura pas fait de pub et tant qu'on met un petit mot à Google pour pas qu'il le référence, rien ne nous empêche de le livrer en production. Et rien ne nous empêche d'appeler des utilisateurs finaux. Alors d'abord 1, 2, 3, puis 50, 100, et de dire voilà, c'est la version bêta. Allez sur cette URL. Très souvent, c'est possible. Et très souvent, on ne le fait pas par peur de feedback. On en arrive à des mesures, on a balayé toutes les mesures qui étaient des mesures de valeur, on va en arriver à des mesures qui commencent à être des mesures un peu plus internes, un peu plus de moyens. Moi, je vous propose de mesurer le pourcentage de nouvelles fonctionnalités vs le pourcentage de bugs qu'il y avait dans votre application pour la dernière livraison. Ça, c'est souvent mesuré dans les entreprises. Est-ce que votre entreprise mesure ce genre de choses? Levez la main si oui. Levez la main sinon. Ah, quand même. Cette mesure permet de savoir combien de temps on passe, combien de temps on perd à retravailler sur des choses. Et parmi tout ça, combien de ces bugs ont été trouvés en production? Est-ce que vous savez combien de bugs ont été trouvés directement en production? Vous voyez? En général, on le sait assez bien, parce que ça gueule quand c'est directement trouvé en production. Il y a toute une théorie autour du coût comment dire, defect cost increase, de l'augmentation du coût du bug au fur et à mesure du temps. On n'a pas de chiffres pour appuyer ça, mais c'est assez intuitif. Un bug trouvé tout de suite, c'est un développeur qui se met à le corriger pendant 5 minutes. Un bug trouvé le lendemain, c'est un développeur qui recherche à nouveau dans son code, qui retrouve l'endroit et qui va passer peut-être une demi-heure à corriger le même bug. Un bug trouvé en QA 3 mois plus tard, c'est un bug sur lequel il faut revenir pendant qu'on est en train de travailler sur autre chose. C'est de la QA qui a été utilisée, ça coûte beaucoup plus cher. Un bug trouvé en production, il faut casser tous les process pour arriver à corriger au plus vite le bug en production, plus les coûts qui ont été engendrés, plus les coûts de recherche autour du bug, plus les coûts des testeurs, etc. Le coût du bug, plus tard vous trouvez un bug et plus c'est cher. Donc si vous mesurez le taux de bug que vous trouvez en production, peut-être que vous trouverez des expériences pour le faire baisser. Une image que j'aime bien sur la meilleure mesure de qualité de code, vous vous mettez derrière la porte du développeur et vous comptez le nombre de fois que vous entendez ce genre de mots par minute. Bon, c'est une blague, ne le faites pas chez vous. Il y a une mesure qu'on a oubliée parmi toutes celles qu'on a citées, qui est le risque. C'est bien beau d'avoir des projets qui réussissent, c'est bien beau de mettre de l'argent dans des projets. Souvent, le commanditaire veut savoir, mais est-ce que je risque de rater mon projet? C'est difficile à mesurer, le risque. Une mesure simple que je vous propose pour commencer à entrer dedans. Vous vous souvenez du Net Promoter Score? C'était est-ce que vous recommanderiez de travailler est-ce que vous recommanderiez de travailler avec ce logiciel? De la même façon, vous pouvez demander à vos collaborateurs, est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes de venir travailler dans votre équipe? Est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes, est-ce que vous recommanderiez votre équipe en tant qu'expert métier, en tant qu'expert technique? Tout ça, ça vous permet
d'apprécier le risque technique, le risque humain autour de ça. Et il y a la satisfaction de l'équipe qui est importante dans un projet, savoir si notre équipe interne est satisfaite de son travail. Quelque part, ça limite aussi le risque parce qu'une équipe insatisfaite et des équipiers insatisfaits font du moins bon travail. Et le turnover, c'est quelque chose qui détruit un projet. Une fois que vous avez fait ces 9 mesures, et une fois seulement, vous allez pouvoir vous poser la question du comment vous faites. Et là, les mesures de vélocité deviennent intéressantes. Et là, les mesures de est-ce que je fais du TDD, est-ce que je fais du binomage, est-ce que je collecte bien les besoins, est-ce que à ce moment-là, ça devient intéressant parce qu'on peut faire des expériences et voir les résultats de ces expériences. Finalement, je vais vous demander de mesurer pour expérimenter et de voir les résultats de ces expériences. Un petit récap, on mesure la satisfaction client avec le Net Promoter Score. On essaye de trouver la mesure de la valeur et on vérifie que cette mesure de valeur est partagée entre tout le monde. On mesure le coût, le lead time, donc la durée entre la demande et le fait que l'utilisateur le reçoive, la fréquence, le taux de bug et le taux de bug trouvé en production, les risques et la satisfaction de l'équipe. Alors, on a essayé, dans cette banque d'Invest, de commencer avec la satisfaction client. C'est pas toujours facile. Et là, ça n'a pas été. On a essayé de mettre ça, et la première chose qu'on a eu comme retour, c'est l'ensemble des strates de management qui nous ont dit oh, mais vous avez envoyé un sondage, vous n'allez pas publier les résultats quand même. Parce que comment on fait s'ils sont mauvais? Est-ce que vous avez un plan de com? Est-ce que vous êtes allé voir l'équipe de com pour voir quelle communication on allait faire si les résultats sont mauvais? Voilà, c'est ce genre de réaction que j'ai quand on commence à essayer de mettre en place ces mesures dans les entreprises. Et pourtant, ce sont les mesures principales qui vous permettraient d'aller vers plus de meilleurs projets. Plus de meilleurs projets. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez me retrouver sur Twitter. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a une de ces mesures que vous allez essayer de mettre en place sur vos projets? Si. Laquelle? Toutes? J'ai pas perdu ma journée alors. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ces mesures sur leur projet? On peut remettre le slide d'avant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont certaines de ces mesures sur leur projet? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'ai pas toutes ces mesures. On a vu apparaître, c'est pas vraiment de la satisfaction client, c'est de l'audimat. C'était sur le projet France Télé Sport qui suivait les JO. Super intéressant de voir le boulot et de voir que quand il y a un événement média qui rebondit, hop, votre feature, tout d'un coup, vous tapez des gros pics d'audimat. Ça, c'est super intéressant et hyper motivant pour les développeurs. Et la dernière mesure qui m'a changé la life, je les ai pas toutes, c'est de passer en lead time. Ça a été très très éclairant pour l'équipe, pour les gens qui vous filent des trucs à la dernière minute. Être capable de leur dire, tu sais, oui, il faut 2 minutes pour le faire, mais c'est pas comme si on n'avait pas déjà un truc à faire. Donc le lead time, moi, m'a vachement changé la vie, en fait, récemment. Voilà. Alors, il y a un livre qui s'appelle Flow, qui parle effectivement de lead time et de capacité de production, et qui dit que sur les projets informatiques, il est un peu vieux, hein, ce livre, mais il est toujours aussi valide, il explique que sur les projets informatiques, on a tendance à vouloir augmenter notre productivité, et qu'en fait, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est chercher à réduire l'attente. On sous-estime grandement l'attente et on sous-estime grandement le stock et le temps d'inventaire.
Et donc effectivement, passer en lead time permet d'aller chercher ce genre de mesures. Alors il y a plusieurs de ces mesures qu'on utilise, mais pas sous forme de mesures, plutôt intégrées en fait au projet. Donc la satisfaction client notamment, arriver à la faire exprimer à chaque revue d'itération, à chaque fois qu'on croise le client, qu'on croise les utilisateurs, vraiment arriver à le faire exprimer. C'est pas à lui demander est-ce que vous êtes satisfait, c'est vraiment arriver à ce qu'il sorte les points positifs et le fait qu'il est satisfait. Donc déjà au moins, voilà, ça conforte toute l'équipe dans le fait qu'on est sur la bonne voie. Et puis lui, il se dit quand même, oui, il n'y a pas que des problèmes, il y a des choses qui marchent. Même façon sur la valeur, à chaque itération, vraiment, commencer l'itération en se disant à quoi elle va servir. C'est quoi l'objectif de cette itération, qu'est-ce qu'elle va apporter au client, et on est tous d'accord, que ce soit l'équipe, les utilisateurs, sur la valeur de l'itération. Et puis du produit, bien sûr, au démarrage du projet ou du produit. Après, sur les autres, c'est un peu moins difficile, un peu plus difficile en cours, si les risques, toujours en cours aussi de projet, et la satisfaction de l'équipe, quasiment quotidiennement, avec des petits smileys, en disant, ben voilà, moi aujourd'hui, je suis en forme. Ou non, là, aujourd'hui, je fais que des trucs chiants, c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que ça amène à l'équipe, toutes ces mesures ? Ça amène de la satisfaction dans le sens de se dire on est sur la bonne voie, les choses fonctionnent bien, ou alors de temps en temps, quand il y a des choses qui vont pas, justement, hop, tout de suite, pas attendre la rétrospective ou pas attendre que ça explose pour bifurquer, pour rétablir les choses. Et donc pour mesurer la satisfaction de l'équipe, ce que vous faites, c'est simplement des pastilles tous les jours ? Oui. Enfin, bon, moi c'est un peu différent parce que j'accompagne les projets, donc c'est sur certaines équipes on fait ça. Effectivement, ça marche bien. C'est vraiment le matin, voire dans la journée, des petits smileys avec juste des petits magnettes où il dit pouf, là ça va ou là ça va pas. Et quand ça va pas, on essaie de voir pourquoi. Est-ce que vous communiquez ces mesures à la direction ? Ça dépend chez qui. Dans certaines entreprises, la direction passe et voit. Dans d'autres, c'est un peu plus lointain. Sur la satisfaction client, de manière générale, c'est souvent un argument qui ressort, oui. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ah. Merci. Juste une petite remarque par rapport à la notion de pilotage et de mesure, parce qu'on parle de mesure depuis tout à l'heure. Il y a des choses qu'on suit et qu'on ne mesure pas forcément, parce que c'est pas forcément des choses quantifiables, notamment la notion de risque. Voilà, donc c'était une petite remarque. Et il y a une chose que j'ai pas vue dans les indicateurs, alors évidemment c'est pas exhaustif, c'est la notion de qualité, pas uniquement au sens défaut, mais aussi au sens documentation par exemple. Alors, j'ai plusieurs réponses. Déjà pour la première remarque, j'ai entendu une phrase, je ne sais plus de qui, et que j'aimais beaucoup, qui disait « In God we trust, others must bring numbers ». Donc, je crois en Dieu, les autres doivent m'apporter des chiffres. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mesure pas et on se dit intuitivement c'est problématique. J'ai un exemple sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais product owner sur un projet. Et je devais annoncer, et je sentais, intuitivement, je sentais que le projet était en grand risque. Et mes développeurs sentaient que le projet était en grand risque, et qu'on allait déraper, et qu'on allait gravement déraper. Donc sur un projet de 2 mois, on savait qu'on allait déraper. Donc je suis allé voir mon manager, enfin mon commanditaire, pour lui dire, tu sais, je pense qu'on va déraper. Il m'a dit, oui, mais tu sais, avec ça, j'entends ton information, mais je peux rien en faire. Par la suite, on a enquêté, on s'est rendu compte de quelles étaient les problématiques, et on a pu aller voir le manager en lui disant, écoute, avec la capacité de production actuelle de l'équipe, selon l'estimation du reste à faire, il nous faut 4 mois de plus, donc 3 fois la durée du projet, pour y arriver. Et si on n'y met pas 3 fois la durée, on arrivera à tel endroit. Le fait d'avoir pu quantifier d'une manière ou d'une autre, chiffrer d'une manière ou d'une autre, a permis d'avoir des actions par la suite. Et donc, je vous crois, il n'y a aucun souci. Votre projet est risqué, je l'entends. À quel point? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux? Et si je fais des actions, est-ce qu'elles vont avoir du retour? Un autre exemple du même style, c'est l'optimisation. Quand on a un projet
qui n'a pas les performances attendues, on peut se dire, je vais avoir une approche théorique, je vais voir quels sont les algorithmiques, où est-ce que j'ai des appels en base de données, comment je limite ces appels en base de données, etc. Mais sans mesure et sans vérification, je vais faire de l'optimisation à des endroits déjà optimisés, et ça va poser problème. Donc ça, c'était la première partie sur est-ce qu'on peut tout chiffrer, est-ce qu'on peut tout mesurer. Je pense que on commence par avoir un sentiment, et quand on commence à vouloir agir, il faut une mesure pour vérifier que notre action va bien dans le bon sens. Et la deuxième remarque était sur... Je parlais de qualité au sens large, donc... les ah oui, défauts, de vous qualité. avez, Moi, en agile, je garde en tête que le logiciel qui marche est la première mesure de l'avancement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de documentation. Par contre, il faut que cette documentation soit utile. Et donc, la faire en collaboration avec la personne qui va utiliser cette documentation. Je ne vais jamais voir un développeur pour lui dire « fais-moi un manuel utilisateur ». Je vais voir un développeur pour lui dire « écoute, assieds-toi à côté de l'utilisateur, vois avec lui quels sont ses problèmes et essayez de noter ensemble sur papier ». Je ne dis pas à un développeur « fais-moi une documentation de livraison ». Je vais voir le développeur et je lui dis « fais une livraison, essaye de la faire avec quelqu'un qui n'a jamais livré et vois quels sont les points de blocage pour pouvoir faire cette documentation ». Et à ce moment-là, effectivement, ces documentations deviennent des livrables à proprement parler, avec des bugs, etc. C'est qu'une première façon de mesurer la qualité que d'avoir les défauts. Il existe aussi des outils de couverture de code, il existe aussi des outils différents outils qui permettent de mesurer la qualité du code ou de ce qui va autour. Est-ce que ça répond à la question? Oui, enfin pas... Bon, c'est bien. Ok. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que j'ai encore quelques questions dans la salle? Au niveau de... Vous intervenez dans les entreprises, mais c'est quel type d'entreprise? C'est des entreprises comme là qui ont des projets internes sur du long terme? Ou est-ce que vous êtes déjà intervenu sur des entreprises qui travaillent régulièrement, un peu comme les sociétés de services, avec des clients, et des entreprises qui ont des équipes qui ne sont pas stables? Et donc du coup, comment vous arrivez à faire adhérer les gens, ne serait-ce qu'à la satisfaction client sur ces entreprises qui sont très variables? Alors, moi-même je suis consultant, donc j'ai travaillé sur des projets qui avaient des clients qui n'étaient pas les clients finaux. J'ai travaillé également chez des grosses entreprises, donc là je suis dans une banque d'invest. J'ai travaillé pour SFR, j'ai travaillé pour ce genre d'entreprise. C'est pas facile. C'est pas facile. Enfin, déjà, ça dépend de quel rôle j'ai quand j'arrive sur le projet. Si j'ai un rôle de développeur, je sais que je ne pourrai pas sensibiliser les gens sur ce genre de problématique, parce qu'on ne m'attend pas sur ce genre de sujet. On ne me demande pas du conseil sur ce genre de sujet. Quand j'arrive en tant que coach ou quand j'arrive en tant que product owner, à ce moment-là, la donne est un petit peu différente. Ensuite, c'est une histoire de sensibilisation. La première question que je pose, en général, quand j'arrive sur un projet où on me dit « on veut faire de l'agile », c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait choisir l'agile? Et en fonction de ça, je ne prends pas toutes les mesures à la fois, je prends certaines mesures et je les mets en place. Si la personne me dit « je veux agile pour pouvoir livrer plus régulièrement parce que ça fait 3 ans que je n'ai pas livré », on va commencer par mesurer le lead time. Le temps entre la demande, pas la fréquence de livraison, ça on la mesurera aussi, mais c'est une mesure secondaire, c'est plus le temps entre la demande et la sortie. Si la personne me dit je veux plus de satisfaction client, je vais lui dire ok, mais tu sais où t'en es de ta satisfaction utilisateur? En général, ils me disent non. Et on commence par travailler sur ce sujet-là, avant même de travailler sur l'équipe et sur les optimisations de l'équipe. Voilà. Travailler sur ces sujets, ça ne veut pas dire que systématiquement je peux mettre du Net Promoter Score partout. Mais ça veut dire que les gens sont sensibilisés à la question et commencent à se poser ce genre de questions. Souvent, ils me disent, bah, écoutez, on va commencer par donner à la MOA un degré de satisfaction, ce genre de choses.
Mais comme j'ai dit, parfois c'est dangereux et parfois eux me disent oui et derrière ça fait de fortes réactions. Est-ce que ça répond à la question? Je vais vous donner un exemple qui est le nôtre. On travaille, donc on est une société éditrice de logiciels. On a un logiciel qui a une très grosse couverture, c'est 800 écrans, 800 éditions à peu près, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas livrer à nos clients du jour au lendemain. On peut partir peut-être sur du client interne avec de la livraison tous les jours ou toutes les 4 semaines ou 8 semaines, suivant comment on souhaite travailler. Mais ça devient assez compliqué d'avoir un retour client sur un projet qui est en cours de développement. Donc pour vous, quand on en est dans une situation comme ça, comment tester ce que vous êtes en train de nous expliquer là? Parce que enfin moi, ok, le client final, et c'est le client final uniquement qui nous intéresse, mais je l'interroge au bout de 3 ans seulement quand il voit le projet, ou en cours de route. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser Gmail? Oui, pourquoi? Gmail a une petite icône en haut à droite qui s'appelle Labs, et dans lequel vous pouvez actionner ou activer ou désactiver des fonctionnalités. Oui, mais alors aujourd'hui l'applicatif il est en mode client-serveur, dans une technologie archaïque, qui date d'une dizaine d'années. On passe dans un mode web. Donc ça c'était une option. Une autre option possible, c'est de vous dire que vous avez un client à qui vous faites peut-être payer un petit peu moins cher ou pas, ou à qui vous donnez la priorité sur les nouvelles fonctionnalités développées, et qui, lui, recevra plus rapidement les mises à jour, par exemple. Au lieu d'avoir une stratégie de déploiement sur l'ensemble du marché et l'ensemble des clients, d'avoir une stratégie à 2 temps. D'avoir des bêta-testeurs, oui. Ouais, on a essayé de mettre ça en œuvre aussi. Le problème, c'est qu'on leur demande d'être proactifs, d'agir sur le produit, de nous faire un retour et tout ça. Souvent, ce qu'on voit arriver, c'est qu'ils ont testé le dernier jour, puisque bon, c'est une plateforme, donc on sait quand ils viennent. Ils ont testé le dernier jour. Le retour qu'on a, c'est oui, c'est très bien. Et ça s'est passé sur une version qui a été mise en production et qui depuis a été abandonnée. La version est partie en production. La version, dès qu'elle est sortie, donc en utilisation pour tous les utilisateurs, elle a explosé au bout de 3 heures. Tout est tombé, les serveurs sont tombés. Tout était HS. Elle était inutilisable. Nos bêta-testeurs nous avaient dit que la version était mirifique. En interne, c'était bon aussi. Du coup, j'ai envie de vous retourner la question. S'il fallait absolument pouvoir livrer à des utilisateurs finaux toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, admettons qu'on vous impose comme contrainte de livrer à vos utilisateurs finaux toutes les semaines, comment vous pourriez vous organiser? Ben justement, nous on a adapté la solution que l'on a trouvée, c'est l'utilisateur final n'est pas l'utilisateur final, c'est notre utilisateur interne, c'est-à-dire c'est la MOA, ce que vous précisiez chez vous, enfin ce que vous expliquiez tout à l'heure, qui devient notre utilisateur. Oui, mais c'est pas des gens du métier, donc ça c'est pas ce sont des gens du métier. Alors ça c'est aussi une spécificité. D'accord. C'est-à-dire que nous en interne, on a des gens du métier. C'est-à-dire on est une société de 80 personnes, on a 20 développeurs, une vingtaine de juristes, et on fait un logiciel pour le monde du métier juridique. D'accord. Donc le risque que j'y vois, c'est une façon de faire. Non, mais le risque que j'y vois, c'est d'avoir des personnes qui sont d'abord qui s'approprient le produit. Et donc ça devient leur produit et leur fonctionnalité, et ils ont à cœur leur fonctionnalité, un peu décorrélé des besoins externes. C'est une réalité. Le deuxième risque que j'y vois, c'est des gens qui perdent un peu contact avec leur métier. Moi aujourd'hui, si vous me demandiez de tester des logiciels pour développeurs, ça fait 1 an que j'ai pas codé en entreprise. Je penserais que certaines fonctionnalités sont bien et à l'usage elles s'avéreraient mauvaises. C'est le risque que je vois d'avoir des proxys comme ça. Et donc, peut-être avoir des... je cherche des solutions créatives à ce moment-là. Peut-être avoir des New Version Day. On va avoir une nouvelle version qui va sortir dans 1 mois. Venez la tester aujourd'hui chez nous. Ou
ou des ça, c'est déjeuners ou des soirées ou des... Peut-être, c'est une idée. Va falloir aller chercher de la créativité pour intéresser les utilisateurs finaux dans la nouvelle version. Peut-être que les demandes peuvent arriver directement depuis les utilisateurs finaux et par contre, en contrepartie, si une demande d'un utilisateur final identifié est développée, l'utilisateur s'engage à la tester de fond en comble. Ça peut être une autre solution. Il y a plein d'approches. Si vous voulez, on en parle après sur votre problème particulier. Il existe différentes approches dans le marché et on peut être créatif sur d'autres approches. Merci. Non, mais après, c'est des questions. Est-ce qu'il reste une dernière question dans la salle? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.